Bonjour tout le monde. Est-ce que vous m'entendez bien? N'hésitez pas à écrire dans le chat pour me répondre. Eh bien, OK, super. Ça fait plaisir de tous vous avoir ce matin. Je vais tout de suite inviter sur scène notre invité du jour, de la matinée, Anso, voilà, qui se prépare à rejoindre le call, le webinar plutôt. Ah. Hello Anso, Bonjour à tous, salut Romain, comment vas-tu? ça va, merci, super. Je suis ravi d'être là. Ouais, ben, moi aussi, je suis ravi de t'avoir ce matin pour parler culture produit. Quelques rappels rapides là sur ce matin. Donc, ça dure 30 minutes. Il y aura 15 minutes de questions-réponses entre nous et ensuite 15 minutes de questions-réponses avec les participants. Donc, côté participants, vous voyez, vous êtes peut-être habitué à Livestorm, mais vous avez un onglet questions sur la droite. Si vous avez des questions à poser en dessous, posez-les ici, parce que dans le chat, on ne suivra pas bien tous les échanges. Ensuite, si c'est pour envoyer de la force, de l'amour, tout ça, vous pouvez utiliser le chat pour interagir pendant la présentation. Voilà, du coup, Anso, ravi de t'avoir. Déjà, est-ce que tu peux te présenter rapidement Ouais. à l'audience? Ouais, donc moi je m'appelle Anso, je suis VP Product chez France Télé. J'ai rejoint le groupe il y a à peu près 2 ans maintenant, 2 ans et demi. Pour situer un peu dans l'organigramme, je fais partie du CODIR de la direction du numérique et ma boss, qui s'appelle Encarna Marquez, siège au COMEX du groupe en tant que Chief Digital Officer, donc en français, directrice du numérique. Je gère un portefeuille de 8 produits, 4 qui sont très orientés actu, avec France Info, qui est notre offre d'info phare qu'on coédite avec nos amis de Radio France. Ensuite, on a des offres de proximité, notamment Outre-mer la première, qui est notre offre d'information pour la population ultramarine, et France 3 Régions pour, du coup, comme son nom l'indique, pour l'information régionale. Et puis la dernière offre d'actu, c'est France TV Sport pour l'actualité sportive. Et puis de l'autre côté, 4 autres produits un peu en miroir. France.tv, qui est notre plateforme de streaming, notre vaisseau amiral de la vidéo, qui demain doit devenir notre première antenne du groupe. Oku, qui est notre offre pour les enfants de 3 à 12 ans. Lumni, qui est notre offre éducative qu'on crée avec nos autres amis de l'audiovisuel public. Et puis France TV et vous, qui est notre offre de services et relations téléspectateurs. Ok, merci pour le contexte. Donc oui, il y a deux pôles, un pôle programme, un pôle info. Donc ceux qui travaillent dans les médias et qui nous écoutent peut-être aussi, voilà, se reconnaissent aussi là-dedans, sûrement. Et quant à moi, donc je me présente très rapidement. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Romain, je suis consultant chez TIGA. J'ai notamment travaillé avec Anso dans le cadre de ce mouvement vers une organisation produit. Donc Anso, est-ce que tu peux nous parler du point de départ peut-être de ce mouvement du coup d'une culture projet, une culture produit. Donc, qu'est-ce qui vous a mis en mouvement autour de ça? Qu'est-ce qui Ouais. vous a mobilisé? Alors, il y a 3 aspects qui ont un peu drivé ce changement, cette transfo. Le premier aspect, c'est que, évidemment, c'est un changement. Il y a un changement profond du marché des usages sur la consommation de la télé, où on a vu apparaître ces derniers mois, ces dernières années, de nouveaux acteurs. Donc, évidemment, tous les nouveaux services de vidéo à la demande, Netflix, Disney+, etc. Et aussi toutes les plateformes type YouTube, les réseaux sociaux, où on consomme aussi de la vidéo. Et donc, du coup, il y a un marché concurrentiel qui est éclaté, qui est beaucoup plus important qu'il a pu l'être les années précédentes. La grande différence aussi, c'est que on passe en fait d'un statut d'éditeur, où avant France Télévisions créait ses programmes et en gros les mettait à la télévision, à un statut d'éditeur et distributeur, puisque maintenant on est aussi en charge, on doit être en charge de la distribution de nos contenus, qui soient sur les environnements de nos partenaires, comme par exemple Molotov, Canal, et aussi en propriétaire, donc sur nos produits. Et donc c'est là où en fait on se dit que c'est très important
de travailler le produit puisque on n'est plus justement, comme je disais, éditeur, et donc il faut aussi travailler pas seulement les contenus, mais aussi l'expérience de consommation de nos contenus. Et donc ça, c'est le premier grand changement auquel il a fallu faire face. Le deuxième, c'est qu'il y a eu quelques fails notoires dans le groupe qui ont mis dans la tête des gens et notamment du management qu'on ne pouvait plus continuer à travailler comme auparavant. On a notamment, je parlais de France.tv, un lancement en 2017 qui s'est pas super bien passé, qui a généré beaucoup de frustration. Et donc, on s'est dit, il faut changer, il faut faire quelque chose. On ne sait pas encore quoi, mais il faut changer. Et puis le troisième point, c'est un peu les constats que moi j'ai fait en arrivant, où j'ai identifié pas mal de problématiques un peu profondes en termes de culture qui empêchaient justement de mettre en place un certain nombre d'améliorations. Ok, et du coup, est-ce que tu peux détailler ces problématiques que tu as constatées? Ouais. Alors la première, c'est que donc j'ai fait pas mal mon petit tour d'observation comme d'habitude quand on arrive dans une entreprise. Le premier truc qui m'a sauté aux yeux, c'est l'absence de sens dans les équipes produits. En gros, on était très bon sur le delivery agile. On était sur des sprints de 2 semaines en Scrum et on livrait comme ça de l'incrément produit. Mais quand je demandais en fait à un développeur, mais pourquoi tu fais ça? La réponse était souvent, je sais pas, on m'a dit de faire. Et puis donc du coup, j'allais voir les PO et je disais, mais pourquoi on fait ça? Et pareil, même réponse, on m'a dit de faire. Et donc en fait, il y avait vraiment un problème de sens dans ce qu'on faisait. Le deuxième point, c'était la notion d'impact qui était inexistante ou quasi inexistante, qui, je pense, était en lien avec le sens, mais on livrait ce qu'on avait à livrer et puis on passait à autre chose, sans se demander qu'est-ce que ça allait apporter, à la fois d'ailleurs pour l'entreprise et pour les utilisateurs. On était vraiment dans une boucle de delivery comme ça. Et du coup, les features qu'on lançait, finalement, en définitive, n'étaient pas du tout mises en perspective ni avec la vision, ni avec les problèmes ou les besoins qu'on essayait d'adresser. Donc ça, c'était le premier constat. Le deuxième constat, c'était une absence de collaboration au sein des équipes. On avait des directions qui étaient très silotées à tous les niveaux hein, d'ailleurs, mais rien qu'au produit, par exemple, il n'y avait pas de direction produit, donc on avait plusieurs directions produits qui travaillaient du coup sur l'ensemble des produits et notamment une direction design qui était pareil un petit peu hors sol et du coup qui faisait en sorte que les gens ne travaillaient pas très bien avec eux. Et notamment le design. Le design était, c'est un peu le point le plus représentatif pour moi. Le design était vraiment en mode studio, en mode agence, avec donc le design allait voir le produit et disait voilà, nous on sait ce que veulent les utilisateurs, c'est ça, voilà les maquettes, maintenant allez-y intégrer. Bon, je schématise un petit peu, mais c'était à peu près ça. Et du coup, ces maquettes complètement décorrélées des enjeux business et des contraintes techniques, de ce qu'on savait faire, de ce qu'on pouvait faire. Et du coup, ça créait aussi beaucoup de frustration. Et justement, par rapport à ces frustrations, quand il y avait un problème, évidemment, du coup, on cherchait le coupable et pas la recherche de la solution. Donc ça, c'est le deuxième constat, l'absence de collaboration. Le troisième, c'est qu'on avait, et ça c'est plutôt lié au management, on n'avait pas du tout la confiance du management dans ce qu'on faisait. Probablement par rapport à l'historique que je vous ai donné. Et le top management voulait voir toutes les maquettes. Et décider presque de la couleur des interfaces. Et donc c'était juste pas possible. Et le point en fait un peu compliqué aussi, c'est que tout le monde donnait son avis sur tout et n'importe quoi. Avec moi je pense qu'il faut faire ça, moi je pense qu'il faut faire ça, etc. On était vraiment un petit peu en mode hippo pour ceux qui connaissent. Et tout, puisque tout, en fait, tout le monde donnait des avis un peu sur tout, tout changeait tout le temps. Et donc, on ne savait pas donner de visibilité. L'équipe était incapable de donner de visibilité sur ce qu'on allait livrer et quand. Et donc, forcément, on ne donnait pas les dates lorsqu'on arrivait à en donner une. Et donc, pareil, baisse de confiance du management, cercle vicieux, et on s'en sortait pas. Donc, ça, c'est un peu les points, les constats de problématiques que j'ai faites. Et puis, il y a quand même quelque chose de positif. Quand je suis arrivé, j'ai vu qu'il y avait comme des talents au sein des équipes, notamment sur la dimension produit, mais beaucoup de frustration
En gros, quand je suis arrivé, on disait mais viens nous aider parce qu'on n'arrive pas à faire du produit. Donc faire du produit chez France Télé, c'était le Graal. On veut faire du produit. On ne sait pas trop ce que ça veut dire, mais on veut faire. Et donc il y avait beaucoup de frustration par rapport à ça, et une frustration qui était d'autant plus forte qu'en fait, il y a une vraie culture d'entreprise autour des valeurs du service public, autour de la mission de France Télé, de l'impact qu'on peut avoir sur la société ou sur les gens ou sur les citoyens français. Et donc, du coup, les gens avaient envie de contribuer à ça, mais étaient un peu bloqués par la structure, l'organisation, enfin un peu tout ça. Et d'ailleurs, pour la petite histoire, j'ai réalisé bien plus tard qu'en fait cette culture d'entreprise et ces valeurs du service public que véhiculait l'ensemble des salariés, c'était en fait une force pour justement accélérer dans la transfo produit. Ok, merci. Donc, pour récapituler, donc, ce que tu as vu, c'était une absence de sens, un manque de collaboration et un manque de confiance du management et des parties prenantes. Ouais. Et notamment, tu t'es rendu compte après que s'appuyer sur une culture préexistante de l'entreprise t'aurait permis aussi d'améliorer les choses. Ouais. Donc, quand tu regardes en arrière, quand tu nous parles de ces problématiques que tu avais constatées et quand tu regardes aujourd'hui comment ça se passe, quelles sont pour toi les réussites que vous avez réussi à mettre en place? Ouais, alors il y en a plein. La première, c'est ce que je disais, c'est par rapport à la confiance. On a aujourd'hui la confiance du management. On est beaucoup plus libre sur nos choix, dans nos choix de nos roadmaps. On a une approche qui est beaucoup plus produit, dans le sens théorique du terme. Le top management ne valide plus les maquettes. Il les voit même plus passer. Alors ça dépend sur certains projets un peu stratégiques, oui, mais globalement, le management ne veut presque plus les voir. Et puis quand on va les voir, on explique voilà ce qu'on fait, pourquoi on le fait, qu'est-ce qu'on cherche à obtenir. Et la grande différence avec avant, c'est qu'on a un OK, allons-y, on vous fait confiance, faites ce que vous avez à faire, en gros. Et puis, l'autre point, c'est qu'on a beaucoup moins d'engagement avec des dates fixes. Dans nos roadmaps, on a toujours des time to market à adresser, mais on essaye de faire en sorte d'avoir moins de dates et que ces dates soient pertinentes par rapport soit à un lancement, soit à un plan com, soit tout ça. Mais du coup, de laisser aux équipes le soin de travailler leur roadmap et d'itérer. Et donc ça, c'est le grand changement sur la confiance. Le deuxième changement, c'est évidemment le sens. Ça a beaucoup, beaucoup changé. Les gens se raccrochent beaucoup plus à la vision et pourquoi on fait les choses. On est dans une approche qui est beaucoup plus notamment centrée utilisateur. Et évidemment, il y a plus d'impact dans nos roadmaps. Un des exemples que je prends assez souvent, c'est que maintenant, dans nos démos, on parle de chiffres, on parle de pourquoi on a fait ça et est-ce qu'on a réussi à faire ça. Et ça, c'est un gros, gros changement. J'en suis très, très fier parce que j'arrêtais pas de bassiner les équipes avec les chiffres, mais ça y est, on est bon. Et donc ça, c'est cool. Et puis, le deuxième point, c'est que c'est le jour et la nuit sur nos pratiques en termes de product discovery. On s'est vraiment beaucoup amélioré là-dessus. Oula, je crois que j'ai perdu en dessous. C'est pareil pour vous ou pas? En dessous, reviens s'il te plaît. J'essaie de leur faire revenir sur scène. Pardon, je suis là. Vous m'entendez? On t'a perdu. Qu'est-ce qui s'est passé? Je sais pas, je sais pas du tout. T'as Les aléas réexpliqué du le direct. meeting. Voilà, c'est parce qu'on est dans les médias, donc on devait faire les aléas du direct, c'est normal. Ouais, c'est ça. T'en étais au Product Discovery, Ouais. donc jour et la nuit. Ouais. Donc, on a notamment mis en place une démarche d'Atomic Research pour mieux agréger, structurer et piloter notre recherche utilisateur. Et donc ça, vraiment, c'est quelque chose dont je suis fier parce que on est vraiment fort sur la dimension product discovery. Et puis pour aller un petit peu à côté de ça, l'autre réussite, c'est, je parlais du design. Le design aussi aujourd'hui a un rôle beaucoup plus stratégique dans ce qu'on fait par rapport au passé. Donc, je parlais d'Atomic Research. On travaille très en amont sur les problèmes utilisateurs, sur leur priorisation, sur l'impact qu'on recherche sur nos produits. Et aujourd'hui, le design travaille par exemple sur la construction de nos OKR. Et donc ça, c'est un gros, gros changement.
Mm. Je trouve ça intéressant. En fait, les deux premiers points, je trouve qu'ils se répondent. En général, nous, ce qu'on voit, c'est que en, en- le management a confiance quand il sent que les équipes prennent en main leur Mm. sujet, et une bonne manière de donner à une équipe la main sur son sujet, justement, c'est de lui demander de réfléchir au pourquoi elle fait les choses, Ouais. et de lui donner les moyens d'adresser ce pourquoi, donc avec de la recherche et du delivery, pas uniquement du delivery. Donc c'est deux choses qui se répondent. Ouais. Alors là, on a parlé des choses positives. Maintenant, est-ce que tu peux nous faire un retour sur les difficultés que tu as rencontrées? Oui, la première, c'est la difficulté de gérer avec l'hétérogénéité des profils. En termes de, enfin, l'hétérogénéité des équipes et des profils en termes de maturité. On a en fait, on avait des problèmes sur sur ce que, en fait, les gens avaient leur propre vision de ce qu'était qu'un PM, un PO, un UX designer, et cette diversité de background, du coup, posait des problèmes sur comment est-ce qu'on travaillait ensemble. Et donc c'est ça, c'est une des difficultés qu'on a rencontrées. L'autre difficulté, c'est que on avait pardon, on avait des problèmes autour de pardon, je me suis perdu dans ce que je disais. On avait des problèmes sur comment ça Tu s'appelle? parlais des rôles. Tu Ouais, parlais des donc rôles les juste rôles et avant. responsabilités. Donc effectivement, on a dû faire un travail sur clarifier les rôles de chacun pour justement essayer de faire comprendre comment on travaillait les uns avec les autres. Et comment on faisait mieux, on travaillait mieux ensemble. Donc ça, c'est la première difficulté qu'on a essayé d'adresser. La deuxième, c'est que on s'est beaucoup, je l'ai dit, amélioré sur le product discovery, mais du coup, on arrive à dérisquer pas mal ce qu'on veut faire, etc. Mais on oublie parfois nos principes d'itération, nos principes agiles. Et donc, si je schématise un peu, c'est pas le cas, mais on retourne quelque part un petit peu au cycle en V, ce qu'on n'essaye absolument pas de faire, mais on est un petit peu proche de ça à mon sens. Donc on essaye, il va falloir retravailler un peu là-dessus. Et puis le troisième point, la troisième difficulté, c'est l'implication des parties prenantes dans ce qu'on fait ou ce qu'on a fait. On a beaucoup travaillé cette transfo produit un petit peu en chambre. C'était une volonté pour moi de travailler ce premier cercle. Produit design tech, maîtriser un peu notre approche, nos pratiques, etc. Et on l'a fait un petit peu sans prendre en compte les parties prenantes. Et aujourd'hui, on se rend compte que c'est plus compliqué de les intégrer dans ce qu'on fait. Et il y a un espèce de gap, et donc c'est plus difficile de travailler avec eux. Bon, en réalité, quand on a lancé la direction produit, beaucoup de directions numériques étaient aussi en phase de restructuration profonde. Donc, avec du recul, on n'aurait pas pu travailler avec eux sur ces aspects. Mais le conseil que je peux donner, en tout cas, c'est que si vous avez l'occasion d'intégrer les parties prenantes dans votre transfo, surtout faites-le dès le début. Ok, donc pour résumer, donc il y a prendre en compte l'hétérogénéité des pratiques et pas penser que le changement se fait de la même chose pour tout le monde. Mm. Il y avait, c'est bien de travailler l'amont, mais il faut pas perdre de vue l'agilité des produits et des différents projets que vous faites. Et ensuite, eh bien, on a l'impression d'aller plus vite tout seul en changeant uniquement côté produit tech. Mais si on oublie les parties prenantes, surtout j'imagine dans les médias, hein, avec les rédactions, l'édito, Ouais. eh bien ça peut vous poser problème derrière une fois que vous avez, vous êtes structuré, mais vous n'avez pas structuré le reste autour de vous. Ouais, c'est exactement ça. Ouais. Euh, est-ce que tu peux nous parler des prochaines étapes là que tu as identifiées comme objectif, mettons, sur 2021 d'amélioration de vos pratiques? Ouais, justement, le premier point, c'est l'amélioration de la collaboration et l'alignement des parties prenantes autour d'une stratégie commune et partagée. Donc chez nous, les parties prenantes, c'est vrai, je l'ai pas précisé, mais donc il y a évidemment l'édito, puisqu'on est des créateurs de contenu, donc la partie éditoriale. Il y a la direction de la croissance des offres, qui est en fait notre direction un peu growth, qui intègre notamment le marketing, la monétisation, la distribution. Une direction data, sur tous les aspects data et changement de la culture data au sein de l'entreprise, gros sujet aussi, et une direction des opérations qui pilote un petit peu tout ça, et la direction de l'innovation, pardon, qui est responsable de la prospective et de l'innovation. Donc le but aujourd'hui, les prochaines étapes, et on y travaille déjà maintenant, c'est de s'améliorer sur cette collaboration,
On a notamment mis en place les OKR, enfin la démarche des OKR au sein du produit. On a des OKR produits aujourd'hui, mais en fait, cette démarche-là, elle n'est pas partagée. Et donc, on a mis en place, avec votre aide, Tiga, les OKR au niveau de la direction du numérique, justement pour être alignés sur une stratégie tous ensemble. Et puis, dans cette amélioration de la collaboration, il faut qu'on revoie aussi nos process de création de nos roadmaps pour que ce soit un process qui soit beaucoup plus collaboratif et qui reflète l'ensemble des enjeux de la direction du numérique et pas uniquement des enjeux produits. Donc ça, c'est la première étape, en tout cas, ce qu'on essaye de faire aujourd'hui, c'est ça. Le deuxième, je l'ai dit, c'est de redevenir des Master of Delivery très agiles. Ça, c'est un point qui est très important. Le troisième point, c'est de mieux structurer nos pratiques en termes de produits et notre façon de faire pour produire plus vite et mieux. Et on a notamment recruté une petite équipe de Product Ops pour nous aider là-dessus. Alors, je dis une petite équipe, ils sont 2. Hein. Salut s'ils nous écoutent. Et le dernier point, c'est se muscler sur la dimension data. Et donc travailler beaucoup plus avec la direction data. En fait, maintenant qu'on est beaucoup plus orienté impact, on s'aperçoit qu'on a besoin de mieux collecter la donnée, de mieux la gérer, de mieux l'exploiter, de mieux la structurer pour créer plus de valeur, et on a quelques lacunes là-dessus. Donc ça, c'est le dernier point sur lequel il faut qu'on travaille. Ok, très bien. Merci beaucoup là pour cette mise en contexte et ton retour d'expérience. Ce que je propose maintenant, c'est qu'on passe aux questions. On va avoir 9 minutes. Donc, première question de Céline. Quel conseil est-ce que tu donnerais à quelqu'un qui, comme toi, arrive dans une entreprise très projet? Ouais. Donc, pour toi, quelles sont les prochaines étapes? Par quoi est-ce qu'il faut commencer? Ouais, le premier conseil que je peux donner, c'est de travailler le management. C'est-à-dire que, en fait, ce que je dis toujours sur une transfo, ça se réussit par le bas, par les équipes, mais elle se lance et elle se pilote par le haut. Et donc, il faut que le management ait envie de se transformer. Autrement, on est plutôt dans des améliorations, mais pas dans une transfo, parce qu'une transfo, ça implique beaucoup de changements, et donc il faut que ce soit porté par le management. Donc, c'est le premier point, c'est que votre manager soit bien conscient qu'il faut se transformer. Le deuxième point, c'est ce que je l'ai dit, j'en ai beaucoup parlé, c'est de travailler sur la confiance, de faire en sorte d'obtenir la confiance de vos interlocuteurs pour qu'ils vous donnent en fait la liberté de ce que vous essayez de mettre en place. Et notamment, la confiance, ça se travaille par être excellé dans l'exécution. Et donc, il faut obtenir des résultats pour que en fait il n'y ait plus de débat sur ce que vous faites fonctionne. Et ça, pour moi, c'est le plus important. Aujourd'hui, si on a écouté ce que j'avais à dire, c'est parce qu'on obtient des résultats. Demain, si les audiences tombent, on pourra me dire non, mais Anto, t'es bien gentil avec tes OKR, tes machins, des trucs, mais on va le refaire à l'ancienne et on va pas travailler comme ça. Donc pour moi, c'est la preuve. Enfin, les résultats, c'est ce qui est très important pour réussir une transfo. Ok, merci. En effet, ton premier point, nous, chez Tiga, c'est quelque chose voilà, qu'on essaye de travailler de plus en plus, hein, c'est d'avoir en direct les managers et de pouvoir aussi faire le changement à leur échelle. J'ai une question de Rémi, donc qui dit: merci pour ce Rex, tu nous parles de chiffres. Comment est-ce que vous êtes outillé et organisé d'un point de vue Product Analytics? Alors, on s'appuie beaucoup sur la direction data. On n'a pas de product data analyst chez nous. On a ce qu'on appelle des coachs data qui appartiennent à la direction data, qui sont colocalisés avec les équipes produits. Alors, plus maintenant parce qu'on est en télétravail, mais qui travaillent vraiment main dans la main avec les équipes produits et qui portent en fait toute cette expertise. Parce que aujourd'hui, et je le dis, on doit se muscler sur la dimension data. Aujourd'hui, nos product managers s'améliorent là-dessus, mais on a besoin d'une expertise. Et donc, on s'appuie vraiment sur la direction data, y compris d'ailleurs sur comment est-ce qu'on crée nos plans de marquage. On a des gens à la data pour nous aider à bien créer les plans de marquage, à expliquer ce que c'est que les niveaux, etc. Et aussi les recetter, évidemment, pour mieux collecter la donnée. Et il y a une question de Frédéric, mais ça aidera peut-être plus les gens, mais une question sur la taille de l'organisation, de la transfo. Donc, ça fait combien de temps, depuis combien de temps ça a commencé? Ça représente combien de personnes au produit, tech, tout ça?
Ouais, alors la transfo, elle a véritablement eu un nouveau bond à l'arrivée de ce que je disais à l'arrivée d'Encarna Marquez, ma boss, notamment sur la transfo numérique. Donc c'était en mai 2018. Moi, je suis arrivé en août 2018. Et donc ça a commencé. Donc c'est pour ça, ça fait 2 ans et demi. Au produit, on est à peu près un peu moins d'une centaine de personnes. On a des profils PM, PO, UX, UI, des QA et aussi des consultants SEO. Et si on prend la dimension tech, ça fait à peu près, on va dire, 500 personnes, à peu près. Donc, grosse équipe. Enfin, personnellement, quand, quand j'ai travaillé avec vous, en effet, je me disais, waouh, Ouais. 100 personnes au produit, c'est énorme. Mais au final, bon, on rentre pas trop dans le détail, mais avec des communautés de pratique, notamment, ça permet de favoriser le partage transverse. Question de Jérémy. Est-ce que ce changement de culture a nécessité des changements de périmètre d'équipe ou de poste? Et si oui, comment est-ce que ça s'est passé? Ouais. Donc oui, les changements de périmètre, oui, c'est-à-dire qu'on a clarifié notamment la collaboration avec le marketing qui, à l'époque, faisait un peu gérer certains outils qu'on utilisait dans le produit. Et donc, ça posait plein de problèmes. Et donc, on a redéfini les périmètres, notamment sur l'utilisation des outils, sur l'intégration des outils qui est revenu au produit. Donc, ça, c'est un des exemples de restructuration. Et puis, en termes de poste, oui, comme je disais, on a redéfini un peu les rôles de chacun. On a essayé de mieux structurer ce qu'était par exemple un UX designer, qui faisait quoi dans la recherche utilisateur entre le PM et les UX. Et donc, on a redéfini un peu ces rôles-là et ces postes. Ok, et tu as aussi parlé de Product Ops tout à l'heure. Ça vaut le Ouais. coup aussi d'expliquer qu'est-ce qui vous a voilà, drivé vers la création de ce poste, leur prise en main de leurs responsabilités, etc. Ouais. Ouais. Alors, c'est un move qu'on a fait, c'est très récent, ça date du début d'année. En fait, je me suis aperçu que maintenant que les équipes étaient assez autonomes sur la manière de faire, sur comment on construisait les roadmaps, etc., en fait, il manquait un cadre commun. Et du coup, c'est difficile de piloter l'ensemble de ces équipes si on ne suit pas un cadre. Et donc, l'équipe de Product Ops, c'est là pour ça. Elle est là pour fournir un cadre dans lequel les équipes produits vont pouvoir s'épanouir, mais en respectant un certain nombre de pratiques, un certain nombre de principes. Notamment, ils travaillent beaucoup, par exemple, là, sur le choix des outils. Qu'est-ce qu'on utilise pour nos roadmaps? Qu'est-ce qu'on utilise pour la recherche utilisateur? Et donc, ils sont là pour, évidemment, ils travaillent avec les équipes, mais ils sont là pour structurer un peu tous ces process et ces outils. Ok. Alors, il y avait une question sur l'Atomic Research. Ouais. Alors, il y a un article qui a été posté dans le chat, mais peut-être tu peux expliquer rapidement en quoi ça consiste. Ouais. Donc déjà, je voulais dire, c'est une initiative qui est venue des équipes, pas du tout de moi. Et donc, c'est bravo à elle et au design notamment. L'idée, c'est de sortir un peu du modèle traditionnel de documentation de la recherche utilisateur avec on a fait ça. Et du coup, on ne visualise que ce qu'on a fait. Le but, c'est d'être dans une approche beaucoup plus atomique, avec voilà ce qu'on a fait, voilà ce qu'on a observé, et voilà l'insight, à quel insight ça nous fait penser. Et donc, on arrive comme ça à, mutualiser les apprentissages. Un test utilisateur, par exemple, peut être réutilisé en termes de connaissances de ce qu'on a appris pour un autre produit. Et du coup, de gérer la recherche utilisateur multi-produits et multi-supports. Et donc ça, c'est la grande force. On arrive un petit peu, c'est un espèce de Lego. On arrive à partir d'une observation, revoir d'où est-ce qu'elle est venue, et comment on est arrivé à ça. Et donc, tout le monde peut se référer à ça pour savoir d'où vient cette connaissance. Ok. Question, question de Julien pour terminer, la dernière question, et ensuite je te laisserai le mot de la fin. Julien qui dit, donc ça se rapproche un peu de si tu avais un conseil à donner, qu'est-ce que tu donnerais comme conseil? Mais là, c'est plutôt si tu devais refaire les choses, qu'est-ce que tu ferais différemment? Qu'est-ce que je ferais différemment? C'est une bonne question. La première chose, peut-être, c'est je l'ai dit, d'impliquer les parties prenantes. Peut-être pas dans tout ce qu'on fait, mais en tout cas, essayer de les impliquer beaucoup plus, parce qu'aujourd'hui, vraiment, on se rend compte qu'on est décalé en termes de maturité, de process, de tout ça. Et donc, vraiment, je les impliquerais beaucoup plus dans cette transfo. Ok, très bien.
Eh bien, merci. Alors, je vois Victor qui dit sous quelle forme conciliez-vous cette approche Atomic Research? Donc, Ah, Victor, la question, tu peux peut-être la poser à Caroline Moreau. alors, Non, si vous voilà, c'est voulez, ouais, on peut même présenter ce qu'on a fait. Donc, si vous voulez qu'on fasse un Rex chez vous, il n'y a pas de problème. Les équipes sont à ok. fond dessus. Donc, n'hésitez Rex pas. Product Design sur l'Atomic Research. Ouais. Très bien. À planifier. Tu as entendu, Salim? Très bien. Donc, bah, du coup, j'espère que c'était enrichissant. Il est 9h30 là. Donc, le début, le kick-off de la journée est terminé. J'espère que vous avez bien appris. Bah, écoute, Anso, est-ce que tu as un petit mot de la fin avant qu'on termine? Ouais, bah déjà merci pour l'invite. J'espère que ça a été utile pour l'audience. Et surtout, n'hésitez pas si vous voulez creuser des points avec moi, n'hésitez pas à me contacter sur LinkedIn. Le deuxième point que je voulais dire, c'est que je voulais faire un petit coucou à Yessa et Étienne qui nous ont bien accompagnés aussi. Donc coucou à eux, je sais pas s'ils sont là. Et puis le troisième point, c'est dire qu'on recrute. On recrute chez France Télé. On a de très beaux postes de lead PM. Donc si vous êtes intéressé, si ce que je vous ai dit vous parle, n'hésitez pas à me contacter aussi. Super. Et il y avait une question, à quand le prochain? Donc, il y a bientôt un webinaire sur le Rex de Digipost qui est passé en Impact Team et comment ça les a aidés pendant la crise du Covid. Et je crois que c'est la semaine prochaine ou celle d'après, je ne sais plus, mais du coup, suivez-nous sur LinkedIn, vous aurez l'info. Voilà. Merci à tous Merci, et bonne bonne journée à tous. journée. Ciao. Ciao.